Tanzanie jouerait-elle un rôle dans la gestion des affaires politiques au Burundi? En tout cas, ils sont nombreux à le croire et de nombreux faits semblent créditer cette thèse. D'abord, les faits les plus récurrents, et cela depuis quelques années, la persécution des réfugiés burundais vivant dans ce pays. Ensuite, le traitement d'opposants politiques et de défenseurs des droits de l'homme burundais sur le sol tanzanien, avec l'arrestation le 21 octobre 2017 de 4 leaders du rebelle Front Populaire du Burundi, le FPB, et leur disparition subite, ainsi que de multiples tentatives d'arrestation et d'extradition de membres de la société civile venus dans le cadre du processus de dialogue. Et aujourd'hui, cette information qui occupe tous les réseaux sociaux, la possible arrestation d'Hussein Rajabou, ancien président du CNDD-FDD, en octobre 2018 par la police tanzanienne, et qui serait détenu dans un lieu secret et qui serait également menacé d'extradition. Remarquez l'usage du conditionnel dans cette information. Autre fait qui pousse à s'interroger, l'omniprésence physique et du nom au Burundi de l'ancien chef de l'État tanzanien Jakaya Kikwete. Dans un laps d'une dizaine de jours, il s'est rendu au Burundi d'abord pour la prestation de serment d'Evariste Ndayishimiye et ensuite pour l'inhumation de Pierre Nkurunziza. Naturellement, sa part prépondérante dans le commerce du carburant au Burundi n'est plus approuvée. Ces faits et bien d'autres, donc, qui interpellent? Et donc, des questions à l'appel. Questions que nous allons poser à nos invités. Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Gati Kakawe, bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, nouveau porte-parole de la coalition de l'opposition CFOR Arusha, bonjour. Bonjour. En fait, peut-on parler de promotion? Si vous voulez, comme vous voulez. C'est juste une affaire dans la main. Quoi qu'il en soit, toutes nos félicitations. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Parlons d'abord du fait le plus récent. La circulation depuis quelques jours d'informations faisant état d'une possible arrestation, je dis bien d'une possible arrestation d'Hussein Rajabou en octobre 2018 dans un lieu secret. Emmanuel Ndereimana, on sait qu'à un moment donné, vous avez été proche. Auriez-vous des informations sur ce fait? Oui, bon, je ne fais que lire ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais quelque chose de précis sur cette histoire, vraiment, je ne possède rien comme information. J'ai été étonné, et si c'est le cas, ce serait vraiment dommage. Vu son histoire, comment il a été arrêté au Burundi et emprisonné par miracle, je ne sais pas comment expliquer ça, et il est parvenu à sortir de la prison, et être traité de la sorte, si c'est le cas, entre guillemets, ce serait vraiment dommage. Il ne mérite pas un tel traitement, si c'est le cas, je le répète. Voilà. Ça me pose à vous poser la question de savoir si vous avez arrêté des contacts avec lui. Vous ne communiquez plus? Ça fait vraiment longtemps, depuis que je suis sorti de la prison. Et c'était quand? On a eu à communiquer deux fois. C'était quand? En 2015. Moi, en 2015, il y a souvent des gens qui confondent sa sortie et ma sortie. Et comme c'était presque au même moment, les gens croient que nous sommes partis ensemble. Non, moi je suis parti de la prison le 27 février. Vous avez été libéré vendredi. Je n'ai pas été libéré. Vous êtes évadé comme lui. Je n'ai pas été libéré. Oui. Je me suis évadé. Mais mon histoire de sortir de la prison, il y a des autorités, il y a une autorité, malheureusement, il ne vit plus, qui m'a aidé à être libre parce qu'il comprenait que j'étais en prison injustement. Merci. Alors, Rajabou est sorti dimanche, le 1er mars, et depuis, on a eu j'ai eu de ces nouvelles, et puis plus rien jusque-là. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus aussi proche qu'à l'époque.
Les gens qui sont proches ne signifient pas qu'ils doivent être toujours ensemble, collés serrés, vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup. Désiré Atungimana, vous avez certainement suivi le débat sur cette histoire. Ces informations seraient-elles crédibles? Je ne peux pas le dire parce que ceux qui ont tweeté ça, peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi en tant que journaliste... Leur raison et leur réseau d'information. Ouais, mais moi en tant que journaliste, je ne peux pas commenter les rumeurs. Comme journaliste, je vérifie et mes vérifications ne m'ont pas encore prouvé si il est emprisonné ou pas. Ce sont des gens qui ont tweeté, peut-être qu'ils ont des sources, mais pour moi, mes vérifications ne m'ont pas encore montré si réellement il est en prison. Sinon, comment expliquer le fait qu'on en parle autant? Parce que Rajabou, c'était un grand homme politique burundais. Et il n'était pas un homme simple. Il était président du parti. Il fut un chef de rebelle. Et tout ça montre que on doit le suivre de près. Et une information qui le concerne, c'est une information à la une. C'est pourquoi on cherche à savoir où il est, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'entend pas sur les ondes. Est-ce que cela ne participerait pas à créditer justement cette information, le fait qu'on ne l'entende pas depuis si longtemps? Peut-être qu'il a ses raisons. Il y a d'autres politiciens burundais qui sont en exil comme lui, qu'on n'entend jamais. Qui ne parle jamais. Peut-être qu'il est dans les mêmes conditions, mais moi, comme je l'ai dit, je ne peux pas commenter les rumeurs parce que ce n'est pas vérifié. Puisque nous parlons de politique embryon directement sur les 4 leaders du mouvement rebelle FPB, arrêtés et portés disparus le 21 octobre 2017, certaines sources indiquent qu'ils auraient été livrés au gouvernement burundais. Quel sens donnez-vous à ce fait, Emmanuel? Vous comprenez l'histoire, ça a été un peu mystérieux à l'époque. Nous l'avons appris avec amertume, justement, l'enlèvement de 4 leaders. Bon, jusque-là, on n'a jamais connu une information précise. Les gens disent ils ont été enlevés. D'autres disent ils ont été tués. D'autres disent ils ont été livrés au Burundi. Mais que ce soit au Burundi, il n'y a aucun organe de l'État qui peut vous confirmer cela, qu'ils les ont reçus, ou c'est un secret d'État, je ne sais pas. Mais vraiment, jusque-là, il n'y a rien de précis. Mais il y a quand même un fait, c'est qu'ils aient été enlevés, ou de toute façon, ils ont disparu sur le sol tanzanien. Oui, c'est même le jour où ils étaient arrêtés. J'étais en contact avec la femme, parmi les 4, j'étais en contact avec la femme, elle était au salon de coiffure en Tanzanie. C'était vers 15h, 16h, et vers 17h, plus rien. Et jusque-là, ça a été comme un mystère, et je ne peux pas vous dire. J'ai appris comme tout le monde qu'ils ont été enlevés avec tel et tel. Voilà, c'est dommage, jusque-là, personne n'est venu m'éclairer ou éclairer l'opinion. Je crois que vous êtes témoins, vous les journalistes. Personne jusque-là n'a jamais donné l'information réelle. Ils sont encore vivants, ils sont quelque part en prison, ils ont disparu, ils sont disparus dans la nature. On ne connaît rien, c'est un mystère pour moi. Et même le mouvement lui-même, FPB, n'a jamais communiqué quoi que ce soit de précis sur ce cas. À ma connaissance, rien, parce que eux aussi, la direction du FPB, ils ont appris la même chose, la même information comme tout le monde, par surprise. Et les communiqués qui sont sortis après émanant de la direction du FPB, vous avez compris, rien de précis. Ils ont été arrêtés par qui, enlevés par qui, ils sont encore vivants, ils sont morts. Vraiment, c'est un mystère jusque-là. Jusqu'où avez-vous suivi cet événement désiré? Je veux dire, vous et la radio Nzamba. Nous avons appris l'arrestation de ces gens. Et après l'arrestation, on a cherché à savoir qui les a arrêtés, où ils sont. On n'a pas eu de nouvelles
pour confirmer réellement s'ils sont toujours en Tanzanie, s'ils ont été extradés au Burundi, s'ils ont été tués. Personne n'a la réalité. Personne que la réalité est détenue par ceux qui les ont arrêtés. Parce que on a cherché dans ce mouvement, il y avait des porte-paroles, il y avait des gens, on les a contactés et c'était silence radio. Peut-être qu'eux aussi n'avaient pas d'informations à diffuser. Et peut-être que, comme je venais de le dire, que ceux qui les ont arrêtés savent s'ils sont vivants ou pas. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que vous dites que quoi qu'il en soit, c'est une autorité tanzanienne qui a mis la main sur ces gens. Une autorité tanzanienne parce qu'ils étaient sur le sol tanzanien, mais ils peuvent être arrêtés par des Burundais qui opèrent en Tanzanie. Mais de connivence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été arrêtés en Tanzanie. Oui. Même s'il s'agissait de Burundais qui les arrêteraient ou qui les enlèveraient, ça serait de connivence avec une autorité tanzanienne. Bien sûr, parce qu'un Burundais ne peut pas aller sur le sol tanzanien, opérer comme il veut, sans aval de l'autorité tanzanienne. La plateforme de l'opposition Sénared, Giliteka, avait d'ailleurs sorti un communiqué à la suite de l'arrestation de ces 4 personnes et rappelé que le 17 août 1990, Rémi Gahutu, fondateur du Palipe Hutu, a été tué dans une prison en Tanzanie. Qu'est-ce qui peut expliquer cette récurrence des faits si proche dans le fond, Emmanuel? Et je rappelle qu'à l'époque où ce communiqué a été sorti, je pense que vous étiez encore dans la plateforme. Je suis là. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer la récurrence de ces faits? Écoute, ta question même m'étonne. Comment vous, les journalistes, vous voulez mettre un vrai parallèle entre l'histoire de Gahutu Rémi et l'enlèvement de ces gens-là? C'est juste parce que les faits se sont déroulés sur le sol tanzanien. Sur le sol tanzanien se passe beaucoup de choses nuisibles contre certains Burundais, notamment des réfugiés burundais. Vous connaissez sur les faits sur lesquels nous reviendrons dans la deuxième partie. Voilà. Oui. Alors, dire que tel a eu un problème en Tanzanie, je ne sais pas si réellement le gouvernement tanzanien fait partie de ces complots ou quoi, mais ce qui nous étonne toujours est que être en Tanzanie, c'est être vraiment en insécurité presque totale. Voilà, c'est ce que je peux expliquer. Mais est-ce que une fois, les autorités tanzaniennes auraient démenti être dans le coup? Moi, je ne saurais pas accuser directement les autorités tanzaniennes parce que la Tanzanie est vaste. J'apprends que même des Burundais ils viennent souvent opérer, ils viennent du gouvernement du Burundi, les services secrets, ils viennent même opérer en cachette. Et ça peut arriver parce que la Tanzanie est vaste. Et juste en complicité avec certaines autorités locales. Là, ça veut dire que vous accuseriez le gouvernement tanzanien d'incapacité de gouverner son propre pays. Non, je ne dirais pas ça. La Tanzanie est un pays voisin. On a vécu ensemble des années durant. La Tanzanie héberge beaucoup de réfugiés. C'est de la diplomatie que vous dites. Vous prenez ça comme vous voulez, mais je vous dis ce que je pense. La Tanzanie nous a toujours hébergés. Nous avons des milliers de réfugiés là-bas, bien que par ici, par là, nous apprenons la maltraitance, et c'est dommage. Et comme vous dites, ce que je peux confirmer et affirmer là, est que pour le moment, se retrouver en Tanzanie est un problème. Moi-même, j'ai connu de hic avant de me décider et de quitter le sol tanzanien, de ne plus y mettre le pied. De ne plus y mettre le pied. Parce que pourquoi Depuis quand Non, c'est une longue histoire. Toi-même, tu as évoqué l'histoire de Gahutu Rémi. Vous comprenez que depuis longtemps, la Tanzanie n'est pas un coin stable pour les opposants burundais. Voilà, c'est ce que je peux dire un peu de mots. La Tanzanie serait-elle dans son droit désiré en se comportant de la manière à l'endroit de ces personnes de l'opposition et des mouvements rebelles? Chaque pays a ses règles, a ses lois. Je ne sais pas si empêcher une rébellion d'opérer sur son territoire est un délit, je ne sais pas.
Mais ça peut être un droit pour la Tanzanie d'empêcher ces rébellions de s'installer sur son sol. Parce que si tu acceptes que ton territoire soit un terrain d'entraînement ou un terrain de combat pour l'extérieur, il y a des risques aussi que ton pays soit impliqué dans ces conflits. Et accusé de complicité. Oui. Moi, si j'étais président, je n'autoriserais pas des rébellions à se développer sur mon territoire. Jusqu'à là, je ne vais pas vous interrompre. Jusqu'à les tuer, Désiré? Je ne veux pas vous interrompre. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Tuer, c'est toujours... Par exemple, Rémi Gaoutou, il a été tué dans une prison. Moi, je ne peux pas franchement commenter sur l'histoire de Rémi Gaoutou parce que je l'ai appris comme de l'histoire. Je ne l'ai pas connu. Je ne sais même pas si la période à laquelle il a été tué, je pense que j'étais trop jeune. Je pense que c'était dans les années... En fait, c'est rapporté par ceux qui ont suivi les faits. Oui, c'est pourquoi alors je dis que je ne peux pas commenter sur, comment il a été tué dans une prison ou quelque part, par qui, je ne sais pas si c'est par les Tanzaniens ou c'est par les Burundais, je ne sais pas. Mais si on revient sur l'état actuel, la Tanzanie, je ne peux pas dire que chaque fois il a été du mauvais côté des Burundais, parce que je sais que les gens qui gouvernent le Burundi aujourd'hui sont des amis de la Tanzanie. Ce sont des amis de la Tanzanie. Ils ont même recruté dans les camps de Mutenderi, Mutabira. Je sais que la plupart des rebelles burundais, des FDD sont venus de ces camps. Quand vous parlez de ces camps, ça veut dire après 2015 ou avant? Non, avant. À l'époque, les années 80, à l'époque de la rébellion des FDD. C'était les années 95. Oui. À ce moment-là, on ne peut pas dire que la Tanzanie a toujours été du mauvais côté, parce qu'ils ont soutenu une partie qui était opposant au pouvoir de Pierre Buyoya. Ils ont soutenu beaucoup. Et la Tanzanie aussi a joué un autre rôle. Souvenez-vous que l'accord d'Arusha a été signé en Tanzanie. Tout à fait. Oui. Alors, c'est-à-dire que la Tanzanie, si je regarde aujourd'hui, le rôle que la Tanzanie joue, aujourd'hui, je vois que c'est un pays qui est fidèle à ses propres enfants. Ses propres enfants, je dis, ces gens du CNDD-FDD qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont évolué pour la plupart en Tanzanie, il y a même des leaders du CNDD-FDD qui sont allés en Tanzanie pour se ressourcer. Ils ont même déclaré, demandé conseil, et parmi eux, l'actuel président de la République. Oui. Et alors, aujourd'hui, c'est pourquoi tous les opposants burundais, du régime burundais, sont les ennemis de la Tanzanie. C'est pourquoi on arrête même les gens de la société civile. On y reviendra justement dans la deuxième partie que nous allons aborder tout à l'heure. Oui, alors c'est ce rôle que j'évoque. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, rapidement, oui. Bon, j'avais quelques informations à l'époque de l'arrestation des autorités du FPB. Oui. Pas qu'ils étaient sur le sol tanzanien en tant que former une rébellion là-bas. Non. Ils s'étaient donné rendez-vous de se rencontrer en Tanzanie parce que les hommes qu'ils commandaient étaient au Burundi, pas en Tanzanie. Parce que le général Jérémy et le colonel Edouard, ils sortaient directement de l'armée burundaise. Alors, ils avaient des complices, des amis dans l'armée burundaise. Alors, ils organisaient cette rébellion à l'intérieur du pays. Et en tant que leader, ils étaient à l'extérieur. Ils se sont donné rendez-vous en Tanzanie comme ils pouvaient décider de se rencontrer à Cairo, à Kinshasa, à Kigali ou n'importe où. Vous comprenez? Alors, leur arrestation, leur enlèvement sur le sol tanzanien, c'est là où les autorités tanzaniennes
doivent répondre parce que c'était en Tanzanie. Mais pas qu'ils formaient la rébellion en Tanzanie, à ce que je sache. Quoi. Ah, non, d'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba. Aujourd'hui, cette édition s'interroge sur la part de la Tanzanie dans la gestion des affaires politiques au Burundi. Nous en parlons avec Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition de l'opposition Sefor Arusha, et Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba. Nous parlions dans la première partie de politique, mais la société civile n'est pas non plus épargnée. On se souvient notamment de la tentative d'arrestation et d'extradition de Pacifique Niazwe. Emmanuel, vous en avez entendu parler? Tout ce qui passe par les médias, nous apprenons ça. C'est dommage que les gens se fassent arrêter juste pour une opinion ou pour des idées ou pour une organisation connue, même sur le sol burundais. C'est très dommage. On se demande à un moment donné, mais d'où nous allons, comment cette cacophonie entre les gens qui peuvent bien parler du pays ou les gens qui ont des idées contraires à ce que pensent les autorités et qui sont toujours condamnés à être arrêtés, emprisonnés, tués ou forcés à l'exil. Voilà. C'est très dommage tout ça. Bref, c'est lamentable. Pour préciser, pour un peu ajouter à cette histoire de Pacifique Niazwe, précisons qu'il a été sauvé in extremis par l'intervention des anciens chefs de l'État. Je pense que c'était Domitien Daïzeye et Jean-Baptiste Bagaza. Mais en tout cas, ce sont deux anciens chefs de l'État qui sont intervenus pour le tirer des griffes de la police tanzanienne. Désiré, qu'est-ce qui peut bien motiver le gouvernement tanzanien à se comporter de la sorte? Le gouvernement tanzanien est pareil du Burundi. C'est-à-dire que les autorités burundaises qui gouvernent ce pays aujourd'hui sont passées par la Tanzanie. Quand ils cherchent conseil, ils vont en Tanzanie. Alors la Tanzanie ne peut pas les lâcher parce que c'est le parrain du Burundi. Et aujourd'hui, alors que des gens vont en Tanzanie et se réclament de l'opposition, ils deviennent automatiquement ennemis de la Tanzanie qui soutient le Burundi. C'est pourquoi vous voyez chaque fois ces réfugiés burundais qui, pour la plupart, n'étaient même pas des politiciens, étaient des gens qui ont fui parce que leur sécurité était menacée, sont persécutés en Tanzanie. Parce qu'ils sont assimilés aux opposants, alors qu'ils ne sont pas des opposants. Et parmi eux, peut-être qu'il y a certains opposants. Mais la plupart sont des gens qui ont fui. Mais c'est également leur droit, non? Oui. Leur droit d'être opposant. Bien sûr. Bien sûr. Mais si on regarde comment les réfugiés burundais sont traités en Tanzanie, on dirait que c'était des gens qui menacent la sécurité au Burundi alors qu'ils ont fui parce que leur sécurité était menacée. Mais c'est une contradiction, Désiré. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'accord d'Arusha qui a été signé naturellement en Tanzanie. Mais aujourd'hui, ou plutôt il y a juste quelques temps, il y avait le processus de dialogue interburundais, toujours sur le sol burundais. Ça veut dire que les autorités tanzaniennes, plutôt le sol tanzanien, le gouvernement tanzanien devrait observer une certaine neutralité dans les affaires burundaises. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est donc une contradiction. Une contradiction, mais aussi sachez que la Tanzanie, Arusha par exemple, est comme Bruxelles à l'Union européenne. Arusha, c'est là où les autorités de l'East African Community se rencontrent quand ils ont réunion. C'est comme une politique, c'est comme une capitale politique de l'EAC qui se rencontrent là-bas pour échanger. C'est tout à fait normal. Mais que la Tanzanie se comporte de la sorte, c'est ce qui est anormal. Je pense que la Tanzanie ne veut pas lâcher le Burundi parce que si on regarde au niveau géopolitique, la Tanzanie est un voisin proche du Burundi. La Tanzanie entretient des relations depuis longtemps avec le Burundi. Et les Burundais
ont sollicité depuis longtemps la Tanzanie quand il y avait des crises. Et la Tanzanie, même si elle ne s'est pas comportée toujours de la bonne manière, la Tanzanie a accueilli depuis longtemps des réfugiés burundais. Comme je le disais en première partie, les réfugiés qui sont partis en 93, après la mort d'Ondadaye, ils étaient casés dans les camps de Nduta, Mutabila. J'ai eu la chance de travailler avec ceux qui ont évolué dans ces camps. On discutait à la radio Isanganiro, on travaillait ensemble, ils nous disaient comment on venait recruter des combattants dans ces camps. La Tanzanie, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, parce que les camps sont surveillés. Donc il y avait une certaine complaisance. Bien sûr. Regardez comment Kikwete, qui était président de la Tanzanie à l'époque. Quel est le rôle qu'il a joué? Aujourd'hui, il le démontre même. Je me souviens que lorsque il y avait le mouvement Art au 3e mandat, Kikwete a fait une visite éclair au Burundi. J'ai été à l'aéroport pour des interviews et on me posait la question de savoir si le 3e mandat est légal ou pas. Il échappait à la question. Chaque fois, il échappait à la question. Mais après lui, on a vu que c'était des conseils qu'il venait de donner. Il a donné des conseils, il a dit ne lâchez pas, ils n'ont pas lâché. Et la crise... Non, ne lâchez pas, il le disait à qui aux autorités burundaises, à Pierre Nkurunziza qu'il fallait continuer, mais devant la presse, il ne pouvait pas le dire. Et c'est le début de la crise de 2015 pour dire que la Tanzanie est derrière cette crise. La Tanzanie soutient toujours les autorités burundaises parce que si on le regarde même très bien, elle a été à l'origine, elle a même créé cette crise parce que si la Tanzanie avait dit à Pierre Nkurunziza de ne pas prendre le 3e mandat, on n'en serait pas. Mais tout ces faits n'occultent naturellement pas, vous l'avez dit tous les deux, la persécution que subissent les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Est-ce que c'est la même explication, Emmanuel? Oui, quelque part c'est la même explication. Il y a des explications. Il y a une explication politique, il y a aussi une explication économique. Parce que les gens qui tiennent les rênes du pouvoir, pourquoi la Tanzanie est toujours là pour les conseiller, pour les guider, c'est parce que, souvenez-vous très bien, parce que au Burundi, le commerce du pétrole, en grande partie, et le financier, son business n'est pas... Le carburant au Burundi n'est pas un business des Burundais, c'est un business de certains Tanzaniens. On parle particulièrement de Jakaya Kikwete. Voilà, l'ancien président. Interpétrole. Exact. Alors, vous comprenez que quand il y a problème d'argent, ils sont prêts à tout. Parce que si les autorités changent au Burundi, ils ne sont pas sûrs que les autorités qui vont suivre vont leur donner terrain libre pour ce business. Alors, vous comprenez. Alors, ils doivent tout faire pour les maintenir. C'est pourquoi ils sont en train de chercher à montrer qu'au Burundi, c'est stable, en fermant les camps de réfugiés et pousser les réfugiés à rentrer de force, pour chercher une petite crédibilité pour le Burundi au niveau de l'opinion internationale. Alors que les réfugiés, vous avez appris même cette semaine ou la semaine passée, ceux qui se sont hasardés à retourner au Burundi vers Makamba. Les Imbonerakure ont tué au moins 2. Donc il les attendait. Il les attendait. Vous comprenez, alors, les réfugiés sont entre le marteau et l'enclume. Et la Tanzanie qui les chasse, et les Burundais qui les attendent avec le marteau pour taper sur la tête. Alors tout ça, ça aboutit à quoi, si vous regardez de très près, la Tanzanie ne veut pas perdre le commerce du carburant. Bon, si je parle de la Tanzanie, peut-être que j'engage tout le pays, mais il s'agit d'une poignée de personnes. Une poignée de personnes qui peut être comme représentant. Mais Emmanuel, est-ce que ceci peut expliquer l'échec du processus de dialogue interburundais? Bien sûr, parce que s'il y a dialogue et que le pouvoir est entre les mains de tous les Burundais, toutes tendances, vous comprenez qu'il y a des réseaux
de corruption, de ceci, cela qui venait pour l'avantage de une poignée de personnes en Tanzanie et une poignée de personnes au Burundi qui risquent d'avoir des obstacles. Alors, ils ont intérêt à ce que on reste dans ce petit jeu de non-paix, insécurité galopante et tout. Et entre-temps, ils font leur business au dos des Burundais. C'est à nous, Burundais, de comprendre et chercher à surmonter ça et trouver des solutions nous-mêmes. On peut le faire si on est unis. Le problème dans l'opposition, il y a encore ce petit problème de chacun veut être au-dessus de tous. Et si jamais ils parviennent à s'asseoir, à comprendre, parler le même langage. Sans nous y attarder, vous espérez que cela peut arriver bientôt? Bien sûr, parce qu'on espère que ça. Parce que nous voulons la stabilité au Burundi. Vous continuez à parler entre vous? Exact. Pour terminer, Désiré, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, peut-on dire que c'est vraiment alarmant? Oui, c'est alarmant parce que si on regarde la situation de nos frères et sœurs réfugiés en Tanzanie, la Tanzanie viole carrément la loi. Parce que le droit international de parce protection que, des réfugiés. oui, notamment. parce que les réfugiés ont des lois qui les protègent. Et la Tanzanie n'a aucun droit de refouler ces réfugiés parce que c'est interdit par la loi. Quand tu as ratifié, ils sont maltraités. Souvent, on entend les maisons détruites, on entend le commerce arrêté, on entend que tout s'arrête chez les réfugiés. Et la Tanzanie le fait en violation de la loi. Que faut-il faire, Désiré, dans ce cas? Dans ce cas, il faut qu'il y ait respect de la loi et il faut que la communauté internationale, je dis l'ONU parce que l'OACR est du ressort de l'ONU, qui tape sur la Tanzanie. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle, ça fait des années que la radio Inzamba en parle et d'autres médias en exil en particulier en parlent. Vous avez espoir que cela puisse effectivement se produire? Je suis pessimiste parce que la Tanzanie, si on regarde comment elle se comporte, elle ne veut pas les réfugiés burundais sur son sol. Et si la communauté internationale, l'ONU, n'est pas capable de convaincre la Tanzanie de respecter les lois qu'ils ont signées, et je pense que la situation va perdurer et au désavantage de nos frères et sœurs réfugiés burundais en Tanzanie. C'est dommage que nous terminions sur ces mots de désespoir, mais espérons que les choses puissent aller autrement, et c'est exactement le désir et le souhait de Désiré, tout comme celui d'Emmanuel. C'est la fin de cette édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos deux invités. Je rappelle, Désiré Atungimana, que vous êtes rédacteur en chef de la radio Nzamba la Tekakawe, et vous, Emmanuel Ndelimana, vous êtes le nouveau porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Merci à tous les deux. Merci Franck. Merci à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.